L'univers de Philippe K. Dick a toujours fasciné le 7e art et le monde de l'audiovisuel en général, l'auteur ayant réussi à trouver un moyen de nous parler de notre avenir, à la fois avec dureté et avec un réalisme froid et souvent macabre. Par le biais du 7e art, celui-ci a marqué d'une empreinte indélébile la production audiovisuelle en inspirant des auteurs venant de différents horizons mais cherchant presque toujours à exprimer le même sentiment, ce besoin de montrer un monde en perdition, par le biais d'un futur cherchant à questionner l'actualité, par le biais d'intermédiaires comme le font les différents personnages de ces récits. Une série a décidé de lancer l'univers de l'auteur sur le petit écran, une série lancée par un studio encore naissant cherchant à s'imposer par le biais de concepts et d'idées novatrices, mais surtout en cherchant avant tout à démontrer son talent par le biais d'un regard profond sur le monde et pas n'importe lequel. Celui juste après la Seconde Guerre mondiale, mais pas comme nous le connaissons. Un monde qui aurait vécu dans l'ombre d'un débarquement n'ayant jamais vu le jour, un monde vivant dans l'ombre d'un futur comme le nôtre rempli d'espoir et de possibilités. Ce monde, c'est celui d'un Troisième Reich qui aurait réussi à vaincre les Alliés pour nous embarquer dans un avenir où la terreur résonne avec l'impossible et avec le combat d'une poignée d'êtres humains pour la liberté. Ainsi commence la résistance contre l'oppresseur, ainsi commence la lutte contre le Troisième Reich et ses dirigeants, ainsi commence la série inspirée du roman de Philippe K. Dick, The Man in the High Castle. The Man in the High Castle est une série créée en 2015, adaptée d'un roman de Philippe K. Dick donc, et développée pour l'écran par Frank Spotnitz, déjà showrunner sur la série Le Transporteur, mais également auteur de plusieurs scénarios pour différentes séries américaines. Le scénario est simple et se base sur une idée fascinante. Que se serait-il passé si les Alliés n'avaient pas réussi à gagner la Seconde Guerre mondiale ? De cette action se déroulant en 1964, découle l'aventure de la jeune Juliana, qui va devoir prendre la place de sa sœur résistante, et Joe, un jeune homme cherchant à contacter la résistance. Le tout en se penchant également sur l'aspect politique de cette occupation, les États-Unis étant divisés entre un grand Reich à l'est et un empire du soleil levant à l'ouest, découpant le pays en deux régions avec une zone neutre en son centre. La série en question aurait pu rester perdue au milieu d'une flopée de nouvelles séries sortant à la rentrée dernière s'il n'y avait pas eu un homme à la production, un homme qui a soutenu le projet et qui a cherché à le mettre en avant le plus possible pour permettre à cette idée de devenir plus qu'une anecdote au cœur de la production série visuelle. Sir Hadley fucking Scott est à la production de cette série, ce qui a permis à ce projet développé par Amazon de devenir bien plus qu'un simple lancement officiel de leur réseau audiovisuel. Grâce à son influence, Scott a permis à la série d'avoir un développement télévisuel, de s'imposer dans les consciences et d'être mise en avant comme un aboutissement autour de l'œuvre de Dick, pour ne pas simplement être une petite série à petit budget, cherchant désespérément à adapter un grand de la littérature. Le résultat aurait pu tomber dans le nanar petit budget, surtout lorsque l'on voit les premières images du premier épisode, mais rapidement les petits défauts sont corrigés pour donner lieu à une première saison qui n'est pas exempte de défauts, mais qui reste un objet audiovisuel vraiment fascinant dans son genre. Forcément, c'est le premier gros point fort de cette série, le concept mis en place dans le roman de K. Dick, qui prend ici une place primordiale dans l'aura de la série et qui a fait son succès au premier abord, soit cette idée géniale de nous plonger dans un monde uchronique où les Alliés n'auraient finalement jamais gagné la guerre. On adhère totalement à ce concept car ici, il est maîtrisé par Frank Spotnitz qui offre grâce à cela une plongée en plein cœur de l'être humain, en choisissant surtout de se pencher sur deux personnages qui seraient la représentation parfaite de cette époque. Une jeune femme qui s'est habituée à ce monde et qui se retrouve confrontée à des images qui pourraient le changer, et un jeune homme bercé par le nazisme qui cherche lui à aider ce qu'il pense être son pays en perçant le secret de la résistance. Ainsi, bien au-delà de simplement se limiter à son concept, la série étant limitée dans son budget, elle cherche avant tout à construire tout ce qui fera sa force autour de celle-ci en développant les personnages et les environnements. Parce que franchement, lorsque l'on regarde les premières incrustations sur fond vert du premier épisode, on a un peu peur du résultat. Mais heureusement, la série comprend rapidement cela et au fil des épisodes, les immersions historiques de ce genre-là se font rares. Spotnitz cherche alors plus à se concentrer sur le développement des personnages en amenant au fil des épisodes une flopée de personnages secondaires charismatiques, peut-être même parfois un peu trop. Car oui, les histoires devenant alors la base du concept, puisqu'elles permettent d'étoffer celui-ci, deviennent un peu trop nombreuses, la faute à beaucoup de personnages secondaires qui au fil des épisodes prennent un peu trop de place dans le récit, développant des sous-intrigues. La série s'éparpille alors un peu, même si l'intrigue qui mène l'ensemble de cette saison 1 reste vraiment passionnante, et laisse alors la place à un autre problème majeur, qui n'a pas grand chose à voir avec le concept, mais avec l'essence d'une saison. Une saison se doit de savoir comment dynamiser son action et comment faire en sorte de nous passionner à chaque instant, pour éviter de tomber dans la redite ou le manque de rythme. Or, c'est le problème qui se développe assez rapidement sur cette série, au-delà de ses limitations techniques et de son concept passionnant, c'est qu'à partir d'un certain temps, elle n'arrive plus à rythmer les différentes histoires qui jalonnent la saison. C'est là que la saison 1 de The Man in the Castle pêche le plus. Elle manque clairement de rythme, que ce soit dans la narration, dans l'équilibre entre les différentes histoires, ou simplement dans le travail de l'action à l'écran qui reste souvent absent, ce qui pour une série à suspense est assez problématique. Cela vient surtout des différentes histoires, car même si chacune d'entre elles reste passionnante, elle manque parfois de justesse,
certaines intrigues étant mises en avant comme centrales alors qu'en fait pas du tout. Le point de vue des Japonais reste assez sombre et nous perd même parfois totalement. La place des nazis est assez sous-exploitée, mais l'avantage c'est que les deux personnages centraux sont bien amenés et leur place à l'écran reste passionnante du début à la fin de cette saison. Mais voilà, celle-ci manque d'équilibre et cela, elle ne le doit pas qu'aux différentes intrigues parfois amenées de manière maladroite, mais également à la place du suspense et de l'action dans son rythme dramatique et narratif. Car oui, une série se basant autant sur le suspense aurait dû avoir plus d'action, surtout dans la saison qui met en place son univers, et pourtant, rarement l'action est vraiment intense ou même simplement équilibrée sur tout un épisode. Elle manque de clarté, une scène d'action se coupant parfois en plein milieu ou même pire, faisant office de climax à la fin d'un épisode, comme c'est le cas à la fin de l'épisode 3, où la scène d'action se coupe en plein milieu pour teaser l'épisode suivant. Mais là où l'on n'a rien à reprocher à la saison 1 de la série développée par Spotnitz, c'est dans le travail du suspense. L'ensemble dramatique reste vraiment haletant de bout en bout, malgré ces fameuses scènes d'action bancales. Car au-delà de simplement couper l'action, la saison 1 développe parfois carrément des éléments dramatiques qu'elle n'achève pas et qui laissent ainsi des énormes trous dans la série et pas le genre de trou qui sert à teaser la saison 2. Il s'agit de ce genre d'oubli dramatique comme la place des parents, parfois vraiment sous-exploité, ou même tout l'aspect historique uchronique qui devient parfois un élément de second plan alors qu'il s'agit tout de même de la base de la série et de la saison entière. Mais voilà, au-delà de cela, la série parvient à compenser en suspense les manques d'action, les personnages restent vraiment passionnants et assez entraînants pour nous faire oublier le manque d'équilibre les uns entre les autres, surtout grâce à un personnage en particulier. Le fameux homme dans le château, ce personnage obscur qui reste en fond de saison tout du long, mais qui permet à la série d'être équilibrée et d'avancer dans une seule et même direction. Même si les intrigues partent un peu dans tous les sens, Kadik a eu l'idée assez géniale de faire en sorte que la dramaturgie et les retournements se basent avant tout sur ce mystérieux héros de guerre. Ce personnage mystérieux qui porte en lui l'espoir de la résistance et la possibilité d'un monde meilleur est également fascinant car il est le point de limite entre l'Uchronie et la réalité, donnant lieu à une réflexion vraiment géniale autour de la place de la réalité au cœur de la fiction. De la place de ce personnage mystérieux découle l'équilibre des retournements, la justesse des différents personnages et surtout l'idée même qui fait la force de la série, ce combat ultime contre l'oppression des envahisseurs. C'est là que l'on comprend pourquoi la série est géniale, c'est parce qu'au-delà de simplement créer un personnage secondaire fascinant, elle en fait le messager de la réalité au cœur d'un monde de fiction qui pourrait s'être fait duper. Bien plus que de simplement chercher à créer un concept qui pourrait fasciner uniquement par sa place par rapport à notre histoire, Spotnitz s'empare ainsi de l'idée même de l'univers de Kadik, nous faire prendre conscience que nous devons remettre en cause le pouvoir en place pour découvrir la vérité. C'est ce qui a toujours fasciné Kadik jusqu'à le rendre paranoïaque et se sentir persécuté jusque sur son lit de mort, et c'est ce qui crée la base du suspense de cette première saison. Nous ne sommes plus simplement les spectateurs d'une série se basant sur notre histoire, mais tout comme l'homme dans le château, les derniers témoins d'un monde où l'impossible est devenu réalité. Par le biais d'une réalisation élégante, David Semel offre une jolie mise en perspective de cela, en parvenant à saisir et à mettre en avant la place de ces différents agents au cœur de ce monde, jusqu'à saisir la base de cet univers. Personne n'est digne de confiance. De cela germe la base même qui fait le suspense de la série, cette méfiance qui fait de nous, spectateurs, comprenons et admettons la peur de Juliana au cœur de ce monde où finalement, il se pourrait qu'elle soit la seule personne digne de confiance à pouvoir aider l'homme dans le château. C'est la base de toute série, et c'est par cette magnifique interprétation du monde, à mi-chemin entre la paranoïa et la compréhension de l'autre, que Spotnitz réussit à faire rentrer cette première saison dans une ère où les séries savent avec justesse mélanger la fiction et la réalité afin de nous faire réfléchir sur notre situation géopolitique actuelle. The Man in the Castle est encore assez balbutiement, mais au vu de cette première saison, on peut attendre beaucoup de cette série, notamment si le public accroche autant à ce délire et qu'elle lui accorde une chance par la suite. La série pêche par son manque de budget, cela est sûr, mais elle cherche tellement à faire les choses bien, en mettant en place des histoires dans tous les sens, en cherchant à créer des personnages iconiques et en mettant en place ce concept, que l'on a envie de voir la suite. Il reste évidemment des choses à revoir, notamment un travail de rythme plus soutenu et une perspective graphique un peu plus aboutie, mais l'idée est là, le concept est posé, la base dramatique est en place, il ne manque plus que la suite. C'est à cela que l'on reconnaît les séries qui peuvent avoir du potentiel, celles qui parviennent à créer une base dramatique solide qui peut peut-être partir un peu dans tous les sens, mais qui a le mérite de tenter des choses et d'innover là où la télévision cherche simplement à rester sur des bases solides. Amazon est certainement l'une des maisons de production qui a le plus de potentiel pour innover dans le monde audiovisuel et surtout sur le petit écran, en proposant un marché solide et surtout une base créative libre avec des possibilités folles. Adapter un roman de Kadik en série était risqué, mais Spotnitz a réussi à s'en emparer pour créer une première saison déséquilibrée mais passionnante qui ne manque pas de panache et encore moins de justesse dramatique. Maintenant, on n'attend qu'une seule chose, que la saison 2 débarque pour voir si Amazon et Spotnitz continueront sur leur lancée pour chercher à nous offrir un divertissement série visuel toujours aussi neuf et intéressant. Ainsi s'achève ce 3e épisode. Si vous avez des idées de séries dont on pourrait parler, n'hésitez pas à nous en faire part dans vos commentaires, on s'y penchera avec sérieux.
Et surtout n'oubliez pas, gardez les yeux rivés sur le petit écran pour voir le monde en grand.